semaine d'actualité politique nationale qui se décrypte sur Esaü TV. Chers amis internautes, bonjour et bon réveil. Bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Cette semaine, le bon état du pont de Fifadi, les arrestations des cybercriminels, le hautement social et la hausse des infections à la Covid-19 sont entre autres les sujets qui ont animé l'actualité tout au long de cette semaine. Et pour en décrypter cette semaine, je reçois pour vous, chers amis internautes, Paul Seroué. Il est conseiller municipal à la mairie de Cotonou. Il est administrateur du développement communautaire. Il sera face à Joseph Perzonago, qu'on ne présente plus sur les plateaux d'émission de Esaü TV. Il est directeur de publication du quotidien La Dépêche. Sans plus tarder, chers amis internautes, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage de ce matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, se fera avec vous, Paul Seroué. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Vous êtes conseiller municipal à la mairie de Cotonou, administrateur du développement communautaire. Oui. Vous êtes face à Perzonago. Bonjour. Merci d'être toujours à nos côtés à chaque fois qu'on vous appelle. C'est un devoir. Bonjour à tous et bonjour à mon vis-à-vis. Alors, Bonjour, Paul Seroué, vous êtes à la mairie de Cotonou. Le pont de Fifadi a été au cœur d'une polémique tout au long de cette semaine. À l'heure où nous parlons actuellement, le pont est fermé pour des entretiens. Mais dites-nous, est-ce qu'il y avait eu plus de peur que de mal? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Comme vous venez de le dire, il y a plus de peur que de mal. Vous savez, une infrastructure, à un moment donné, on va présenter des aspects de fissures et autres. Et il faut l'entretien. La direction des services techniques de la mairie vérifie chaque fois l'état de nos infrastructures dans la ville de Cotonou. On était informés avant que la population n'en parle. Donc, vous avez déjà prévu autrefois qu'il fallait revoir certaines choses? Bien sûr, bien sûr. Les techniciens de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou sont toujours à pied d'œuvre pour ce qui concerne ces infrastructures socio-communautaires. Perzonago, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a été le pont de Fifadi? Vous passez dessus presque tout le temps, pour ceux qui connaissent où vous résidez. Est-ce que vous étiez inquiet également? Cela va de soi qu'on doit être inquiet. Pardon. Je ne voudrais pas contredire mon vis-à-vis, mais je voudrais dire que c'est gênant. C'est gênant lorsque j'entends dire que la mairie de Cotonou est à l'avant-garde de ces suivis et observations, et de sorte à ce que eux, ils sont au courant de ce qui ne va pas sur nos tronçons et autres infrastructures avant nous. Ce serait formidable de pouvoir croire que c'est la vérité, mais je ne voudrais pas dire qu'il est en train de faire économie de vérité, mais je voudrais dire qu'il ne dit pas exactement ce que c'est, dans la mesure où cela fait déjà presque un an que, arrivé là, vous êtes obligé d'y aller doucement, avec la crainte et tout. Moi, j'habite la zone. Et donc, pour tout vous dire, tout à l'heure, avant de quitter chez moi, sachant que le pont serait déjà inaccessible parce que fermé au public, j'ai dû emprunter les nouvelles voies asphaltées de Vossa. C'est ça. C'est là où j'ai pris pour venir ici. J'en ai même pris quelques photos. Les belles voies asphaltées de Vossa, comme on en trouverait à la Vive. C'est ça que j'ai emprunté pour venir ici. Donc, je ferme cette parenthèse pour dire qu'en réalité, lorsqu'on emprunte ce tronçon déjà depuis plus d'un an, c'est la peur dans le cœur que l'on l'emprunte parce que déjà, on est obligé de ralentir. Et ça faisait un bouchon. Donc, la mairie aurait attendu donc, que les réseaux sociaux s'en saisissent. Bon, mais c'est une bonne chose. Alors, c'est donc un encouragement aux réseaux sociaux et une reconnaissance en leur talent et en leur qualité. Et donc, désormais, je voudrais dire à mon vis-à-vis de ne pas s'en inquiéter. Les réseaux sociaux seront là pour les rappeler à l'ordre, puisqu'il a fallu que les réseaux sociaux émettent des alertes pour que la mairie et les autorités se dépêchent sur le lieu. Donc, c'est ce que moi j'ai à dire. Alors, je reviens vers vous, M. Seroué. Est-ce que, à un moment donné, vous avez eu l'envie de vous rendre sur le terrain ou c'est purement une coïncidence, ce à quoi on a assisté cette semaine? Tout d'abord, j'aimerais dire à mon vis-à-vis qu'il est dans son droit, dans son devoir. Puisque, n'étant pas technicien en la matière, il ne peut pas apprécier la véracité des faits. Donc, le citoyen lambda
doit avoir peur. Prenons le cas de celui qu'on veut opérer dans un centre de santé. Est-ce que je peux survivre? Est-ce que je vais mourir? Tous ses parents sont inquiets. On l'opère, rien ne se passe, et il rentre chez lui bonnement. Et c'est ça. Puisqu'il dit depuis plus d'1 an qu'on a très peur et qu'en roulant, il fallait faire doucement pour passer. Mais jusque-là, il n'y a pas eu le danger qu'il craignait. Lorsque les réseaux sociaux, lorsque les populations de la ville de Cotonou alertent la mairie, les autorités centrales et municipales, c'est de leur devoir. Ça, c'est la veille citoyenne. Ça fait partie de la vitalité de la démocratie. On ne peut pas refuser cela à la population. Secondo, il dit, pour venir ici maintenant, il est obligé de passer par vous ça. On ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Donc, je peux lui dire de s'apaiser. Et que ce n'est pas des réserves de vérité que je fais, mais tout le monde voit. Ça veut dire qu'il peut rester tranquille, et on verra, puisque aujourd'hui, sans vous mentir, l'équipe qui est actuellement au service du développement de la ville de Cotonou, c'est une équipe de taille. Merci. L'équipe de taille, Père Joanago, comme l'a dit tout à l'heure M. Paul Serrault, je rappelle qu'il est conseiller municipal à la mairie de Cotonou. Le pont est fermé actuellement pour des travaux d'entretien. Quelles sont vos espérances, Joseph Père Joanago? Donc, bon, mais moi, je voudrais simplement constater que, d'abord, en parlant de taille, je voudrais très gentiment dire à mon vis-à-vis que c'est vrai, au propre comme au figuré, il est quelqu'un de grande taille. Et je voudrais espérer aussi que leur service soit aussi un service de grande taille, qui voit grand. Qui voit grand au point où on peut faire l'économie de ces interventions intempestives. En amont, on aurait déjà dû s'éviter cela. Je ne suis pas un technicien, il l'a reconnu. Je suis un néophyte dans le domaine, mais je suis un utilisateur. Et l'utilisateur est plus exigeant. Mon exigence m'amène à dire, mais pourquoi en amont, au-delà du pont de Fifadi, il y a beaucoup de tronçons aujourd'hui qui sont en décrépitude. Pourquoi en amont, on ne prévoit pas ces choses-là? Pourquoi en amont, les études géotechniques, comme le diraient les spécialistes, ne se font pas de fond en comble? Pourquoi en amont, on ne fait pas en sorte que les voies qui ne se dégradent pas, la société de l'énergie électrique, par exemple, ou alors la SONEP, je ne sais pas si vous observez le phénomène, une voie qui vient d'être construite tout de suite, 6 mois après, 3 mois après, vous voyez, on y met des excavations pour pouvoir tirer des tuyaux, des tuyauteries et tout ce qu'on veut. Mais ailleurs, dans les films, voilà, parce qu'on peut m'accuser de ne pas avoir vécu ailleurs, moi je suis un villageois, mais dans les films, ce que nous voyons souvent ailleurs, c'est qu'au préalable et en amont, on a pris un certain nombre de dispositions pour que ces problèmes-là ne se posent pas. Je ne dis pas qu'il ne doit pas avoir des interventions pour réflexionner des voies, mais à observer ce qui se passe dans la ville de Cotonou, qui a une équipe grande, je l'espère, c'est à désoler dans la mesure où vous faites le tour de Cotonou, vous allez voir des excavations, des trous, et des crevasses en pleine chaussée. Et ça n'est pas bien pour une ville carrefour, pour une ville vitrine et tout ce qu'on veut. Ça n'est pas bien parce que on pouvait déjà, au départ, lorsqu'on va sur le terrain, on peut déjà dire, voilà, en la matière, les précautions qu'il faut prendre. Il faut aménager ça de cette façon. Renforcer, on me dit que le pont n'a pas de problème. Mais d'accord. Moi, le citoyen lambda, comme il a su bien le dire. Il a suivi les différents communiqués, les avis des techniciens, des élus et tout. Écoutez, ils font de la communication. Nous autres, et je ne voudrais pas croire que les autorités de la mairie et autres devraient attendre le pire pour intervenir. Non. Écoutez, lorsqu'on me dit que le pont se porte bien et que c'est seulement la rampe qui s'affaisse, je dis, mais alors, la rampe et le pont n'est pas au nord et la rampe au sud. Les deux ouvrages sont ensemble. Pourquoi au moment où on faisait tout cela, on n'a pas tenu compte de ce que la rampe pouvait s'affaisser et faire le travail en amont de façon convenable? Donc c'est ce que moi je suis en train de reprocher aux intéressés, à la mairie et tous les protagonistes de cette affaire-là. Alors pour clore ce sujet, Paul Serrault, vous êtes à la mairie de Cotonou,
tout à l'heure, dans son argumentaire, Joseph Perdonago a évoqué l'existence de nids de poules dans la ville de Cotonou, des crevasses de part et d'autre. Est-ce que, puisque nous voyons parfois même des équipes de la mairie faire des tournées, est-ce que vous continuez dans ce sens pour véritablement pallier au danger que représente cette roue-là? Vous, merci beaucoup. Mon vis-à-vis, c'est un père de famille. Je veux lui poser la question de savoir s'il peut arriver à satisfaire tous les besoins de ses enfants au même moment. La grande ville de Cotonou, la ville métropolitaine, et il veut que tous les problèmes soient réglés d'un seul coup. Il parle de crevasses, il parle de nids de poules. Vous me suivez beaucoup, hein? Il faut dire quelque chose pour qu'on sente que le citoyen est là. Je suis d'accord, il est dans son devoir, dans son rôle. Sinon, aujourd'hui, les agriculteurs en train de voir, les sous en train d'entendre. Quel est le domaine social, socio-économique que la mairie de Cotonou n'est pas en train de toucher aujourd'hui? C'est une question que je pose. Lorsque vous construisez votre maison, à des moments donnés, il y a des nouveautés qui arrivent. Le technicien vous dit, mais attention, tonton, et si on installe telle chose là, ne serait-il pas mieux aussi lorsque il voit la vérité au niveau de ce technicien, il l'adopte. Donc, ce que la mairie est en train de faire, où on enlève comment appelle-t-on, les pavés, on installe ces infrastructures qui font du bien à la population, c'est encore une mauvaise chose en soi. L'équipe aujourd'hui, là, qui est là, est arrivée il y a combien de temps? Cette équipe n'est pas non seulement géant de taille physique, mais géant d'esprit et costaud en action. Et j'ai des arguments inattaquables que je peux développer. Parce que qui veut tuer son chien à la pluie de rage? Sinon, en quoi aujourd'hui cette équipe n'est que grande taille? Je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Merci à vous, Paul Seroué. Je crois que nous n'allons pas focaliser ce débat autour de la gestion de la ville de Cotonou. Nous allons progresser dans ce débat. Cette semaine également, Père Zonago, nous avons eu des arrestations de cybercriminels. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en a jugé 2, en a condamné 2. Mais dites-nous, qu'est-ce qui fait que le phénomène perdure à Cotonou malgré la répression affichée par la police républicaine? De mon point de vue, je ne pourrais pas faire une analyse dépouillée de subjectivité. Non, je dirais qu'il y a beaucoup de situations qui peuvent pousser à ce que nous observons, mais ce n'est pas une invention binoise. La cybercriminalité, sauf que le Bénin s'illustre négativement dans ce domaine aujourd'hui. Lorsque vous avez même un partenaire à l'étranger, vous lui écrivez, on vous soupçonne déjà de ne pas être vrai, d'être un faux. Et donc, les Béninois ont donné une mauvaise réputation, une mauvaise image du pays à travers ces pratiques-là que je dénonce, que je réprouve. Ça, il faut le dire d'entrée de jeu. Mais qu'est-ce qui est à l'origine? On ne peut pas dire que c'est la misère ou le manque de travail forcément. C'est-à-dire, c'est la paresse, l'appât du gain facile qui pousse certaines personnes, des jeunes et des plus âgés d'ailleurs à le faire, parce que la cybercriminalité, on peut croire faussement que cela concerne seulement des jeunes de 20, 30 ans. Mais allez-y voir, il y a des vieux qui sont là-dedans. Des vieux, quand je dis vieux, je pèse mes mots. Des vieux, certains même se sont retrouvés dans nos structures, dans nos structures législatives ici, députés, ceux qui étaient de véritables fraudeurs et de cybercriminels. Oui, ça c'est vrai aussi. Le phénomène s'amplifie parce qu'il y a le développement exponentiel du numérique et on ne peut pas non plus se fermer les yeux là-dessus parce on ne peut pas à cause de cela ne pas développer le numérique. Le numérique doit être développé et au même moment, les crimes qui se greffent au numérique devraient être corrigés. Je félicite les pouvoirs publics et la police républicaine de se mettre à pied d'œuvre à chaque fois pour démanteler ces nids de malfaiteurs, parce que s'ils vous souviennent, dans ce pays, certains sont allés au-delà de la pratique simple du numérique
en faussaire. Ils sont allés dans les crimes de sang, juste pour assouvir leurs besoins. Vous allez aujourd'hui dans les pays limitrophes ou ailleurs, on vous dira que les Béninois se sont spécialisés dans la cybercriminalité. Avant, c'est du côté du Nigeria que cela se passait beaucoup plus. Mais aujourd'hui, les Béninois sont devenus maîtres dans cette mauvaise art. Et il va falloir, n'est-ce pas, y apporter une correction. Alors, je sais, oui, qu'est-ce que vous pensez de la cybercriminalité et de cette lutte implacable qu'a engagée la police républicaine contre les cybercriminels à Cotonou et dans le pays, le Bénin en général? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Disons que le mal ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, les pouvoirs politiques successifs dans notre pays ont créé les situations favorables au développement de la cybercriminalité. Comment? Mais lorsque vous ne réprimez pas, lorsque vous n'éduquez pas, et vous-même vous adonnez à ces genres de pratiques, les petits qui ne peuvent que le faire, que vous emboîtez le pas. Et c'est ça que je dis, puisque mon vis-à-vis vient de dire que de grandes personnalités se sont retrouvées dedans. Voilà que les jeunes que nous avons mis au monde sont en train d'observer ceux-là qui évoluent impunément. Et pire, lorsque ce jeune cybercriminel est détecté, rapidement on étouffe cette peine dans l'œuf. C'est maintenant qu'il y a un coup de répression qui sévit. Si cela se faisait de par le passé, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Moi, j'accuse les gouvernants passés. Mais est-ce que la société elle-même n'a pas de responsabilité? Quelle part de responsabilité lorsque le pouvoir public qui devait sévir n'a pas joué son rôle? Moi, mon enfant, à la maison, j'éduque. Mais le reste, lorsqu'il va poser des actes antisociaux dans la rue, c'est le pouvoir public qui sévit. Et ça, là, c'est clair. Mais lorsque les gens font la chose, je vous donne un exemple. N'a-t-on pas décrété la lutte contre la corruption, le pillage des deniers publics? Qui a celui-là qui a pu rendre gorge lorsqu'on a fait des marches contre la corruption dans ce pays? Mais aujourd'hui, on te nomme quelque part, tout le monde a peur du bien public. Je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller devant la criette. Et c'est ça. Il le faut. Mon frère. C'est pourquoi je tire un grand coup de chapeau au pouvoir en place pour lui dire merci d'avoir joué ce rôle capital. Ce rôle capital. Pierre Nago, votre vis-à-vis salue l'exécutif qui, quand même, a affiché une volonté ferme de lutter contre la cybercriminalité et a engagé des actions y afférentes. Chers confrères, vous convenez avec moi que je ne suis pas ici en tant que politicien. Bon, donc le langage politique est toujours différent de la réalité et de la logique. C'est-à-dire, la politique, il y a tout sauf la logique et la réalité. Parce que la politique, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand c'est vert, le politicien peut dire que c'est bleu ou rouge. Bon, sauf que moi, je suis guidé par la logique et le bon sens et je suis obligé de vous dire ceci. Lorsqu'on me dit lorsque j'entends que les gouvernants qui se sont succédés n'ont jamais réprimé la cybercriminalité, les structures qui existent, à part la criette, existaient. Et puis, il y avait la brigade criminelle, le CRC n'est pas né maintenant. Et donc, il y avait des institutions qui existaient, qui réprimaient la cybercriminalité. Et la cybercriminalité, lorsqu'on dit que c'est encouragé par des gouvernants, je suis désolé de le dire. Ce n'est pas parce qu'on est politique qu'on doit tirer le droit de son côté. Non. Il faut éviter de le faire dans la mesure où on risque de se voir empêtré après. Donnez-nous des exemples. Vous savez, des exemples. Et il y a eu des gens qui ont été... je ne voudrais pas tomber dans ce panneau de facilité, mais je voudrais dire ceci. Tout à l'heure, j'ai évoqué des noms de grandes personnes. Enfin, je n'ai pas évoqué des noms de grandes personnes, j'ai évoqué de grandes personnes, des personnages ou des personnalités, même à la limite politiques, qui sont retrouvés dans ces travers. Si nous l'avions su, ce n'est pas grâce à ce régime. Pourtant, on l'a su. Grâce à qui?
Ah, mais c'est lui qui pose les J'ai questions. vu des exemples. Bon, ben, si c'est lui qui pose les questions, je comprendrai. Je donne Je des ne voudrais pas exemples. donner de nom parce que ici, ce n'est pas le cas. Mais je voudrais dire, à moins que mon vis-à-vis n'ait pas vécu au Bénin, il dira qu'il y a eu des hommes dits d'affaires qui, déjà sous le gouvernement précédent, De Boniaï. de Boniaï, se Appelons un chat. sont retrouvés en prison. Est-ce que c'était à ce moment le gouvernement Talon qui est venu C'est- le faire? C'est vous qui le dites. Alors, moi, je suis peiné, je suis consterné que l'on ramène le débat dans une proportion aussi Je suis né au Bénin. étroite. Et J'ai pour étudié dire, au Bénin. il n'a pas encore la parole. J'ai Dites-le grandi au lui. Bénin. Je reviens un instant. C'est. Alors, je voudrais répondre Mais pour dire ceci. personne Nago, Oui. pour évoluer dans le débat, Oui. est-ce que quelque part la société n'a pas une part de responsabilité dans la propension que prend le mal? Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, tous les mots que nous traînons sont le reflet de nos sociétés. Et j'ai dit, le Bénin n'a pas inventé la cybercriminalité. C'est pas compliqué que ça. C'est comme on constate qu'il y a des accidents de voiture. Hein, il y a une sorte de répétition d'accidents de voiture. Et on dit que c'est le Béninois qui n'a pas éduqué ses enfants. C'est ça pourquoi. Mais on ne voudrait pas voir. Mais il y a beaucoup plus de voitures aujourd'hui qu'il y en avait avant. Aujourd'hui, moi, j'ai dit, le numérique, c'est ouvert. Le numérique est quelque chose de formidable. Moi, je demande souvent à mes enfants, allez naviguer. Et je m'avais de temps en temps contrôler sur quoi ils naviguent. Vous allez sur Internet aujourd'hui, on vous montrera comment vous allez devenir médecin et tout le reste, comment apprendre plusieurs langues. Au même moment, on vous apprendra comment il faut aller voler. C'est à vous de faire le choix conséquent. Oui, Mais on accuse le Bénin, on accuse les Je ne politiques. le comprends pas. On dit société. Mais qui sont ceux-là qui sont dans la société? Mais quel est le rôle du pouvoir central? Mais quel est le rôle des gouvernants? C'est de laisser aller. Nous ne sommes pas dans la cour du roi Péto. Il n'a qu'à le savoir. Lorsque le capitaine du bateau se trompe de direction, le bateau se noie. Comment voulez-vous que vous, pères de famille, là, ce que vos enfants commencent par faire devant vous, vous ne réprimandez pas, vous ne les conseillez pas, vous ne les réprimandez pas, et vous les laissez évoluer. Vous ne savez pas ce que ça va partir de plus petit, de plus grand. Je dis et je répète, c'est dans ce pays, il a vu qu'on a fait des marches contre la corruption. Mais est-ce qu'on a sévi? La corruption a évolué de façon endémique. Mais lorsqu'on a créé maintenant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, lorsqu'on a commencé à défier les gens devant la Cour, est-ce qu'il n'y a pas une peur? Mais est-ce que cette De peur, bien est-ce que, faire est-ce que pour vous, cette peur est une bonne chose? La peur, c'est une bonne chose. Il faut avoir peur. Il faut avoir peur d'abord des actes antisociaux. Il faut avoir peur de la criminalité. Lorsque je pose mon acte, lorsque je pétine la loi, je serai frappé. Mais malgré l'installation de la criette, nous avons quand même des scandales que nous observons sur la rupture. Vous savez que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. Oui. Et vous savez, ça ne se décrète pas. Mais c'est peut-être que ça va prendre fin. Même si ça ne prend pas fin, mais ça va diminuer de façon beaucoup plus grandiose. Pourquoi? Ceux-là, ils sont dans le système depuis des années, mais il faut travailler avec des hommes. Mais lorsqu'ils piétinent la loi, on les frappe. Et c'est ça. Voilà, on condamne les gens 20 ans, 5 ans, 8 ans, tout le monde crie. Lorsque le jeune voit ça, il ne va plus le faire. 50 millions d'amendes. Mais malgré 5 millions d'amendes. Malgré qu'on condamne ainsi, on voit toujours les cybercriminels. Oh non, je ne refuse pas. Mais vous n'avez pas vu que ça diminue? Vous ne voyez pas que ça diminue? C'était ça. Voyez par exemple les braquages. Ça ne diminue pas. Et je dis que ça, il y a finalement pas à se ranger. Lorsque vous avez parlé de société, moi j'indexe. Lorsque à un moment donné, l'enfant quitte la maison pour des actes antisociaux dans la rue, c'est la faute des parents. C'est la faute des Lorsque parents. le citoyen continue de poser des actes antisociaux, pour des actes qui avilissent l'image de notre pays, ça c'est les gouvernants. Il faut réprimer. Il faut taper avec la dernière rigueur. Et c'est ça, pour ramener les citoyens indélicats à l'ordre. Il ne faut pas se réfugier derrière des arguments que je n'arrive pas à comprendre. Vous avez parlé tout à l'heure du gouvernement de Yabouni. Moi, je n'aime pas nommer gouvernement. Mais c'est pour vous dire, le pire est arrivé quand?
Vous n'avez pas vu ça? Merci à vous, Paul Seroui, on vous aura compris. Je crois que maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet qui nous réunit ce matin, le social. Sur le président Patrice Talon, ça fait objet de polémiques et de controverses. Ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le chef de l'État, Patrice Talon, lors de sa réélection, lors de son discours d'investiture, a eu à dire que ce mandat sera hautement social. Que peut-on comprendre à travers le hautement social? Quelles sont les attentes? Père Zonago, j'espère que vous avez une réponse à ce souci. Non, je ne voudrais pas avoir la prétention de détenir les réponses aux problématiques qui nous assaillent, mais je voudrais plutôt, moi, jeter des pistes de réflexion. Parlant de social, tout simplement parce qu'au départ, il faut d'abord parler du social avant de parler du hautement social. Bon, alors, c'est vrai que moi, je suis tenté de me demander, y avait-il eu de social avant qu'on ne passe à la vitesse supérieure du hautement social? C'est comme si vous êtes en première vitesse et puis les passagers, vous leur annoncez que bon, mais maintenant nous allons passer à la quatrième vitesse. C'est-à-dire, il faut déjà être en première vitesse, en seconde vitesse pour passer en troisième et quatrième vitesse. Bon, mais moi j'ai été surpris, j'allais dire même émerveillé d'entendre que nous passons à hautement social. À hautement social, et vous êtes interrogé de savoir, est-ce qu'il y avait déjà du social? On n'était pas dans le social, non. On n'était pas dans le social parce que à tout bout de champ, on nous demandait de patienter. Le chef de l'État, pour ne pas le citer, nous demandait de patienter. Mais Sourossia, la sauce, le repas est sur le feu, ça va cuire bientôt. Chers compatriotes, serrez la ceinture. Et donc, tout ça, c'était, n'est-ce pas, des paroles d'apaisement et pour nous demander de patienter, que ça va marcher. Donc, on se plaignait de ce qu'il n'y avait pas de social. Le social, en termes simples, c'est placer au cœur de l'action gouvernementale les principes de solidarité et de protection sociale. Ce qui permet au pouvoir public d'améliorer les conditions de vie des travailleurs et non-travailleurs. C'est important parce que la société n'est pas constituée que de travailleurs. D'ailleurs, il y a une infime partie de gens qui vont dans les bureaux. Et donc, le social, en somme, c'est un peu comme l'État-providence qui va pourvoir à sa population. Un peu comme. Et puis, nous sommes restés pendant 5 ans, pratiquement, où le chef de l'État m'a reconnu qu'il lui manquait cela. Mais moi, je voudrais dire ceci, et ça m'engage. Je me dis, cela ne m'étonne pas que dans la gouvernance Talon, qu'on n'ait pas senti le social. C'est difficile parce qu'en réalité, il se définit d'ailleurs comme capitaliste lui-même, il est quasiment impossible, quand on veut rester dans les normes, il est difficile pour un capitaliste, n'est-ce pas, d'implémenter le social. C'est une évidence. Alors dites-nous, Paul Seroui, pour vous, est-ce que le social était absent lors du premier quinquennat du président Patrice Talon? Et pourquoi cette expression hautement sociale, comme l'a nuancé tout à l'heure, vous êtes Père Zonago, est-ce qu'il y avait le social? Pourquoi aujourd'hui on parle du hautement social? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit au début, je suis né avant l'indépendance. Donc je connais un peu la période coloniale. Après les gouvernements successifs, ce que mon ami doit savoir, lorsque l'eau stagne dans votre maison, il faut créer une rigole pour qu'elle puisse emprunter celle-ci pour aller là où il y a de trous. On dit que le développement de la route passe par la route de développement. Si les gouvernements successifs avaient tracé ces routes de développement, est-ce qu'on serait à ce stade aujourd'hui? C'est une question que je pose à mon ami et qui n'a qu'à me répondre. En plus de cela, comment voulez-vous qu'on vienne dans notre pays et qu'on parle souvent social, ce qu'on décriait depuis des années? Pour vous, le social, c'est quoi? C'est la satisfaction des besoins vitaux de la population. Je n'attends pas. Attendez-moi, suivez-moi. Si vous allez à l'hôpital aujourd'hui, c'est comme avant.
les plateaux techniques ne sont-ils pas bien équipés? Les centres de santé ne sont-ils pas pourvus des hommes de santé de qualité? Les prestations d'avant, la qualité est encore la même qualité aujourd'hui? Attendons. Au lieu que nos dirigeants d'alors pensaient à comment faire pour que notre pays puisse se développer dans une période courte, on s'attendait, visant sa réélection, à tourner en rond. De sorte que ce qu'on doit faire, on laisse. On dit souvent qu'il coûtera beaucoup moins cher à longue échéance d'investir dans la mise en valeur durable de nos ressources plutôt que de chercher à régler les problèmes sociaux dus au fait que ces secteurs soient délaissés ou oubliés. Mais pourquoi ils ont laissé tout ça? À cause des intérêts égoïstes, leur réélection. Il faut travailler. Il faut faire avancer. Il faut faire des réformes pour s'adapter aux nouvelles mutations mondiales. Mais est-ce que ce sont ces réformes-là qui, quand même, mettent à mal le social que dénoncent les uns et les autres aujourd'hui? Je n'arrive pas à comprendre ce qu'on met dans le social. Qui te donne à manger, toi? Tu travailles? Mais depuis qu'on dit ça, là, maintenant, qui est mort de faim? Vous savez, on dit, de faire attention, doucement, d'attendre, d'apaiser. Lorsque lui vient sur sa parcelle, lorsqu'il a voulu construire sa maison à lui, là, la manière dont il répondait aux sollicitations de son foyer, c'est cette même manière qu'il a commencé à répondre avant de finir les construire autres. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, il ne peut dire à sa famille, à sa femme, aux enfants, mais chers enfants, doucement, ça va changer d'ici là. Si je viens de construire tout ça là, l'argent là, qu'on me prenait pour les loyers et autres, ça, je vais mettre ça encore sur vos différents popotes et ça va continuer. Et c'était ça. Donc, le gouvernement n'a pas, le président de la République, je pense qu'il n'a pas tort de le dire. Et ce qui fait, tout le monde voit ça aujourd'hui. Quel est le secteur de la vie sociale aujourd'hui au Bénin qui n'a pas été impacté? Montrez-le-moi. Lesquels ont été impactés selon vous? Vous n'avez pas des yeux pour voir? Oui, mais rappelez-nous. Moi, je prends mon véhicule, par exemple, pour aller à Boycon, je faisais au moins 5 heures de temps. Aujourd'hui, à peine 1 heure là-bas. Pourquoi? Mais voyez l'état des voies. C'est du social. Lorsque vous êtes vous allez aujourd'hui à l'hôpital, comment ça se fait? Voyez aujourd'hui, puisqu'il faut qu'on soit sincère avec soi-même. Je suis un technique d'agriculture. Si je prends le cas de la culture de rente, des cultures de rente dans notre pays, parce qu'on dit que l'agriculture est comment appelle-t-on? Non, l'agriculture est la base de l'économie et l'industrie le moteur. Mais qu'est-ce que nous pouvons développer? Voilà que nous n'avons pas de ressources minières pour vendre. Mais il faut développer cette culture de rente. Développer cette culture de rente, vendre pour ramener les plus-values, pour trouver de l'argent, à investir dans les différentes infrastructures. Et vous voulez qu'on laisse tout ça? Ce que les gouvernants d'alors avaient fait. Or, c'est des diagnostics qui ont été faits, qui sont révélés vrais. Et il faut corriger. Vous voulez maintenant qu'on abandonne tout ça pour dire social? Le maïs là, c'est ça? Non, on doit souffrir un peu. Lorsque vous allez vous voyez certains pays, même de l'Afrique là, des pays qui ont toutes les richesses, mais qui sont encore au bas de l'échelle de développement. Pourquoi? À un moment donné, lorsque vous parlez de social, qui travaille, qui ne trouve pas? Or, lorsque toutes ces infrastructures sont mises en marche, vous croyez que la souffrance va continuer? Il faut à un moment donné dire halte et évoluer. Parce qu'il faut s'adapter aux nouvelles mutations. Et ces réformes-là nous permettent de nous adapter aux nouvelles mutations pour être en page avec le développement mondial. C'est ça mon
mon frère journaliste. Père Zonago, vous avez suivi votre vis-à-vis, vous mourrez d'envie de réagir. Qu'avez-vous à dire? Non, mais vous savez, je l'ai entendu dire par 2 fois, il a parlé de mutation pour coller aux standards internationaux. Mais je voudrais dire bravo, bravo. Si c'est cela, c'est formidable. Mais au plan international, je vais rien lui apprendre, hein, je pense qu'il le sait. Ce n'est pas lorsque on fait régresser la sécurité sociale du travailleur que ça marche plus dans les standards. Vous savez, le chef de l'État était au G20, où je ne m'abuse, en Allemagne, si mes souvenirs sont bons. Et puis il déclarait que désormais vous pourrez venir investir au Bénin parce que là, les grèves sont réduites à temps. Vous ne payez le droit, lorsque vous voulez arrêter un travailleur et tout, vous ne lui payez que tel 9 mois de soir. Mais les gens ont pouffé de rire dans la salle. Les témoignages existent, les vidéos existent. Je voudrais que mon vis-à-vis me contredise là-dessus. Mais pourquoi ils ont ri? Ça ne colle pas aux standards internationaux. Non, lorsque vous criez au pays que vous faites tout pour coller aux standards internationaux, je pense qu'il vaut mieux coller aux standards internationaux. Les standards internationaux, comme nous les observons, ne s'accommodent pas de répression sanglante, ne s'accommodent pas de répression en matière de liberté, d'expression, de marche, de contestation. Non. Non, pas du tout. Citez-moi un pays auquel vous voulez ressembler. J'ai encore la parole, vous l'aviez tout à l'heure, je me suis tué. Gentiment, je vous ai laissé parler, mon cher contradicteur. Alors, donc, moi je dis, ça me fait mal que, intellectuel, on puisse dire qu'on colle aux réalités internationales, qu'on colle aux standards internationaux, lorsque, à l'international, vous reprochez chaque fois que vous conduisez mal, en matière de ci, en matière de ça. Mais moi, je trouve que, au contraire, j'ai l'impression que le Bénin tente de se mettre même en autarcie par rapport à des exigences et à des standards internationaux. Mais qu'on vienne me dire ici sur ce plateau que tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour coller aux autres. C'est pour coller aux autres que nous disons que chez nous, on peut... enfin, il est pressé de parler parce que tout à l'heure, il parlait quand même. Je vous prends au témoin. Les internautes nous regardent, non? Alors, je dis, si on veut coller aux standards internationaux, on n'a pas besoin d'inventer le fil à couper le beurre. C'est déjà tracé, ça existe. Les droits humains. Coller à cela. La justice, c'est aussi du social, s'il vous plaît. Lorsque la justice ne se met pas au service du justiciable et de l'éthique, ce n'est pas du social. Et donc, à l'international, quand vous voulez vous coller à l'international, aux exigences internationales, vous allez devoir faire en sorte qu'il y ait une justice qui soit une justice de la rectitude. Une justice qui va sans ordre donné. Une justice qui n'est pas à l'ordre ou au pouce d'un individu ou d'un groupe d'individus. C'est ça aussi, être collé aux exigences internationales. Mais si on n'est pas dedans, donc je suis désolé. Vous voulez rebondir par rapport il dit que le gouvernement a fait régresser les droits du travail et autres. Ce que je n'arrive pas à comprendre là. Dans tout ce que j'ai à dire, c'est ça qu'il a tiré. C'est-à-dire, c'est quoi la chose? Il veut défendre les travailleurs à leur place. Je ne comprends pas. Dites-lui que c'est mon job. Parce que je suis syndicaliste. Syndicaliste avéré. Je suis journaliste, je parlerai de vous et de tout le monde. Et renseignez-vous très bien. Je lance le mot d'ordre, ça ne rate pas. Mais c'est pour vous dire que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais vous savez que il ne peut jamais avoir de développement dans l'insécurité. Jamais. L'investisseur, vous-même, vous ne pouvez donner le maximum de vous-même lorsqu'il y a la perte de cœur. Mais les travailleurs sont aujourd'hui, les syndicalistes ne sont pas là. Les divers syndicats, les centrales ne sont pas là. Justement, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous n'allons pas nous verser dans la démocratie occidentale. Je donne un exemple. Comment voulez-vous, avec la pandémie que nous vivons aujourd'hui là, le pouvoir a le devoir de sécuriser la population. On dit porter les masques, on dit je ne vais pas porter. Parce que toi, indélicat, ne voulant pas respecter les lois de la République,
tu vas faire mourir les innocents qui sont en train de respecter ces lois-là. Mais il faut taper. C'est de là que vous appelez maintenant regret de choses là. Justement, vous avez De la dit que vous démocratie, êtes un syndicaliste. Je ne comprends pas. Tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez des travailleurs aujourd'hui? Est-ce que les travailleurs, leurs conditions de travail sont revues? Est-ce que leurs conditions de vie sont revues? En tant que syndicaliste, est-ce que l'organisation du monde syndical vous paraît orthodoxe? Je vais vous poser une question. Ah non, c'est lui qui pose. Je vais vous poser une question. Le syndicaliste, le secrétaire général des différents syndicats, des différentes centrales, des syndicats à la base, sont venus vous dire qu'ils ne sont pas bien dans leurs conditions. Le problème, c'est ceci. Écoutez-moi bien. Lorsque vous ne produisez pas, est-ce que vous pouvez partager la plus-value? Notre pays vient de sortir de quelque part où sévissait la misère noire. Et je dis, nos gouvernants successifs d'alors, ayant affamé la population, on va dire, venez prendre. Et mes chers amis, prenez. Les femmes crient, prenez. Les jeunes crient, prenez. On a habitué tout le monde au gain facile. Et aujourd'hui, ça a changé. Et vous voulez maintenant dire quoi? Je suis sûr, je suis certain. Mais ceux qui sont là, d'ailleurs, moi j'appelle notre président le guide éclairé. Pourquoi? Timonier national bientôt. Non, je dis le guide. Suivez-moi très bien. Je sais de quoi je parle. Mais lorsqu'à un moment donné, il pose des actes qui impactent les populations, ceux-là, qu'on peut lui donner. Et nous voulons nous comparer à ces Blancs, adopter leur démocratie, alors sans pouvoir l'adapter au contexte national. Je vous donne un exemple. On dit que nous sommes dans une période de démocratie pluraliste. Je vais aux élections. Je gagne par un programme d'action par lequel la population m'a voté massivement. Je mets mon programme d'action en œuvre. La minorité vient dire, je ne dois pas aller de cette manière-là. Vous voulez que je fasse quoi? Je te tape. Parce que le pouvoir politique ne se négocie pas. Merci. On l'arrache, on le gère. Et je pense... On l'arrache, on le gère. On l'arrache, on le gère. Pourquoi? Parce que lorsque la minorité te dit, tu ne dois pas exécuter le programme pour lequel la population t'a élu, c'est que demain, il va te bloquer pour montrer aux populations, voilà, tu as menti. Ce que tu lui as dit, tu ne l'as pas réalisé. Sinon, il n'y a pas de loi qui protège le hors-la-loi. La loi de la majorité dit, c'est ça qu'on a fait. Mais la loi de la minorité dit, ne faites pas ça. Tu vas accepter? Merci à vous, Paul Zéoué. Répondez-moi, monsieur le journaliste. On vous aura c'est compris. Ça? Donc, dites à mon vis-à-vis, dites à mon ami, il n'a ami qu'à essayer de me répondre à cette question. Joseph Perzo-Alago, nous tendons progressivement vers la fin de cette émission, mais j'ai une question particulière à vous poser. Lorsque le chef d'État parle de rehaussement social, Perzo-Alago, vous, en tant que professionnel des médias, en tant que citoyen béninois également, quelles sont vos attentes? Bon, mais vous m'empêchez de placer juste moi après mon compatriote, parce que c'est pour éclairer les internautes en réalité. Parce que lorsque, ici, sur ce même plateau, les internautes nous suivent, hein, il a dit qu'on fait les réformes pour pouvoir coller aux normes internationales. Et bien, et en même temps, il dit, ah non, on n'a pas fait la démocratie. Situation internationale. Monsieur, je vous en prie, laissez-moi un peu la parole. Quand je serai à la mairie, vous allez m'en imposer. Alors, je dis, ça, c'est dichotomique, à la limite. C'est-à-dire, vous parlez de quelque chose qui vous semble être normatif, et en même temps, vous dites, ah non, 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 c'est pas ça. On va taper dessus, on va faire ceci. Vous le meilleur élève d'une théorie, c'est celui-là qui applique dans toute sa plénitude cette théorie-là, la ligne de cette théorie-là. Si à un moment donné, je ne l'adapte pas aux réalités de mon pays. Vous voulez que vis-à-vis a des relents dictatoriales. Vous voulez que je fasse des copies-collées? Monsieur mon vis-à-vis, l'adapter aux réalités de mon pays. Monsieur mon vis-à-vis. Vous voulez que je suive ceux-là aujourd'hui qui sont à un niveau de développement extra? Merci à vous, Paul Zéoué. On aura compris. On va laisser Perzo-Alago rapidement nous dire ce qu'il attend du régime en place par rapport je peux parler au rehaussement social. Qu'est-ce que vous y attendez? Non, je voudrais lui demander la permission. Non, vous pouvez parler. S'il m'accorde la parole. C'est moi qui ai la parce que là, il a prise et puis à tout bout de champ.
Non, je dis Qu'est-ce ce que vous moi je attendez? pense du hautement social. Je Qu'est-ce que vous l'ai attendez? dit à l'entame de ce débat que il faut d'abord avoir fait le social pour faire du hautement social. Le chef de l'État a reconnu qu'il n'avait pas déjà pu faire le social. Justement, qu'est-ce que Et vous moi, attendez? ce que j'attends, j'attends que le capitaliste qui sommeille en lui puisse laisser un peu les rênes hein, à quelqu'un qui a le souci du social. Je ne voudrais pas dire aux socialistes, pas du tout. Je dis le capitaliste qu'il reconnaît d'abord être, puisse laisser les bribes libres un peu à celui qui sent le social en lui. C'est important. Si on n'arrive pas à faire cette jonction, il sera difficile et quasiment impossible qu'on obtienne le social dont on parle. Le social, ce n'est pas se mettre au coin d'une rue et partager, faire l'aumône. Pas du tout. Moi, je dis, on gagne son pain à la sueur de son front. C'est une évidence. Chacun doit travailler pour ce pays. Tout à l'heure, il y a une sorte d'allégorie que mon vis-à-vis a eu à faire, que je voudrais relever tout de suite. C'est pour dire que si je suis chez moi et que je dois construire une maison ou faire habiter les miens, je ne leur prends pas des taxes. Ah non, je peux leur dire, nous allons nous serrer la ceinture. Je ne prends pas des taxes, pas de TVA. Oui, nous pouvons serrer la ceinture. Madame et mes enfants, ils doivent me laisser parler. Madame et mes chers enfants, désormais, nous allons construire une petite habitation. On va y habiter, on sera heureux. On ne va plus payer la location, là où nous sommes en location. Et donc, pour ça, franchement, on va réduire un peu la proportion. On va faire ci, on va faire ça. Nous le faisons déjà en grandeur nature ici au Bénin, demandé par le chef de l'État. Serrer la ceinture. On se serre la ceinture. Payer les taxes. On en a inventé des dizaines et des dizaines. Et donc, moi, je ne prends pas de taxes aux miens à la maison pour pouvoir construire notre bâtisse. Et donc, je voudrais faire cette correction-là pour avancer et dire ce que j'attends du chef de l'État, c'est qu'il mette un peu, qu'il réduise un peu c'est-à-dire le trop fort taux de capitalisme qui sommeille en lui, qu'il y ajoute un peu du social. Lorsqu'il va le faire, nous allons peut-être sentir qu'on ne paye plus ces taxes-là à l'aéroport au moment où tous les autres pays sont passés à 25 000 francs, qu'on n'oblige plus le voyageur à payer 52 000 francs, parce qu'en réalité, je vais le dire, je tiens à le dire, voyager aujourd'hui par avion ou aller à l'aéroport, ce n'est pas une question de riche, c'est peut-être même pour des questions de nécessité. Et lorsque, par exemple, il y a des billets d'avion qui sont à 200 000 francs, tenez-vous bien, vous êtes obligé d'aller chercher 100 et quelques mille francs avant de traverser les frontières aériennes du Bénin. Alors que les autres pays se sont entendus avec le Bénin pour réduire cela à 25. D'autres pays sont à 0 francs aujourd'hui. C'est le social, ça. Merci. Le social, ce n'est pas l'accumulation des taxes. Ça étouffe la population. Merci à vous. J'aimerais lui dire, il dit que je ne prends pas de taxes. Chez mes enfants, là, je ne prends pas. Pour le développement du pays, pour le développement de sa ville, donc il ne doit pas prendre des taxes. Ce que vous prenez déjà là. Attendez, il dit à la maison que je prends de taxes. Les restrictions faites aux enfants déjà là, ça c'est, disons, un signe de taxes. Ah, pas les restrictions ici, on nous prend encore des taxes. Vous lui donnez 100 francs par jour. À un moment donné, vous avez donné 50 francs. Et les 50 francs restent là. Ça c'est à quoi? C'est une taxe non dite, non? Non. Et là, il faut le savoir. On dit que le développement d'une localité passe par la gestion rationnelle des ressources locales disponibles. Et lorsqu'on prend ces taxes-là, c'est pour faire quoi? Nous, on ne peut pas voir une chose et vouloir encore son contraire. Laissons ça de côté. Vous avez parlé de l'aéroport. Ceux qui passent par l'aéroport pour voyager, là, par rapport au nombre de Béninois, les paysans qui sont dans mon village, là, ils prennent de l'avion. Votre argent, là, c'est à régler leurs problèmes. Si à un moment donné, on ne peut avoir la réalité de près, et penser à autre chose. C'est ça. Vous avez dit que vous ne faites pas la politique. À qui vous avez dit ça? Mais les jeunes là, nos jeunes frères qui sont assis et autres là, vous voyez déjà, ils sont en train de dire que comment celui-là, il est en train de se couvrir d'une autre toile. Alors c'est ça qu'il est en train de faire. Aller droit au but. Je dis et je répète. Ce que nous sommes en train de voir, vous n'avez jamais vu ça. Vous êtes né avant l'indépendance. Et comment on peut éduquer des enfants de cette manière d'alors là, où le palais de la République, qui est inviolable, est devenu le marché public et tout le monde va là-bas prendre de l'argent. Vous avez pu dénoncer ça dans le temps?
ce que moi je sais, Et pour conclure ce sujet, c'est normal. Parce que nous sommes dans un monde dynamique et il y a les aspirations contradictoires. On ne peut pas le parce que ça fait partie de la dynamique démocratique. Mais, comme on le dit en fond là, essayons quand même d'apprécier bonnement les choses à un moment donné pour que les gens puissent avoir la force encore de continuer. Mais sinon, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous ne voulons pas? merci à vous, Paul Seroué. Nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Joseph Perzonago, cette semaine, on a noté une hausse inquiétante des contaminations à la COVID-19. Nous avons suivi de part et d'autre des alertes. Dites-nous qu'est-ce qui pourrait justifier cela et que doivent faire les citoyens. C'est vrai, c'est regrettable qu'on en soit aujourd'hui. En 72 heures, il y a une sorte de pic de plus de 1000 cas, nouveaux cas détectés. C'est-à-dire en 72 heures. Ce n'est pas que c'est depuis longtemps. C'est-à-dire en 72 heures, on a compté plus de 1000 cas, nouveaux cas. Et essentiellement parmi les jeunes. Donc, c'est regrettable et cela ne devrait pas continuer. Moi, je le dis ici, si ça peut permettre à d'autres de le faire, j'ai déjà pris mes 2 doses. Donc, j'ai bouclé mes 2 doses. J'ai pris une version qui devrait me faire attendre 8 semaines. Et puis, je suis allé, j'ai pris mes 2 doses, je suis tranquille. Je peux en mourir, ça ne me gêne pas, mais je voudrais dire à l'attention de ceux qui développent des théories complotistes qu'il faut. Moi, je préfère d'abord aller me vacciner, en mourir, que de ne pas du tout me vacciner et mourir de ce mal. Ce mal existe. Et tout à l'heure, je vous ai dit que ça concerne la couche juvénile, en majorité en ce moment. C'est-à-dire, parmi les 1000 nouveaux cas détectés en 72 heures au Bénin, il y a beaucoup de jeunes. Donc, c'est dire donc, que ce n'est plus une affaire de sexagénaire ou de cinquagénaire et tout ce qu'on veut. Ce n'est pas nous les vieux. Bon. Et puis, bon, vis-à-vis le jeune qui est en face de moi, ne sont pas seulement ceux qui sont concernés. Tout le monde est concerné. Même des enfants de 8 ans, de 3 ans sont concernés. Je voudrais dire, il y a eu un relâchement. Il y a eu un relâchement. Tout à l'heure, j'ai été heureux de l'entendre dire que il faut protéger la population contre la COVID-19 et tout le reste. C'est vrai, la COVID-19, je voudrais le rappeler, ça ne date pas de 2018. Ça date de 2019. C'est ce pourquoi il est appelé COVID-19. Ceci dit, depuis cette date jusqu'à aujourd'hui, nous avions dénoncé parfois le relâchement du pouvoir lorsque les périodes électorales arrivent. On va en campagne. Et puis, ça va dans tous les sens. Ça aussi, c'est des repères qui peuvent augmenter les cas que nous dénonçons. On a observé ça. Et on voit les rassemblements. Mais j'ai été heureux au dernier conseil, enfin, un conseil des ministres, que désormais, les lieux où il y aura du monde seront assujettis à un certain nombre de règles. Je suis très heureux que ces décisions-là puissent être prises et puissent être observées. Parce que ce qui se passe, c'est que parfois, lorsqu'on rentre dans le domaine politique, vous allez observer qu'il y a des laissés-aller. Le politicien, il vient, il rencontre les siens. On a vu, non, dans des régions, que ce soit à Vaille ailleurs, on a vu des politiciens en campagne où les gens ne sont pas protégés, la proximité est là, l'étroitesse des contacts et tout. On a observé. Dans le monde politique, c'est extraordinaire. Moi, je voudrais que cela s'étende, les mesures-là s'étendent au monde politique. Que les gens ne se rassemblent pas dans des lieux où il y a la contamination qui est proche et tout le reste. Et qu'on aille se vacciner. C'est à partir de 18 ans. Que tous ceux qui sont en âge de se faire vacciner puissent le faire. Il y a aujourd'hui 3 versions. Vous avez une version qui vous fait un rappel d'1 mois, 4 semaines. Vous avez une version qui vous fait un rappel de 8 semaines. Vous avez maintenant la dose unique, par exemple. Et donc, on a au moins les 3 possibilités, c'est gratuit. Il faut aller le faire. Donc, moi, je voudrais encourager les uns les autres à m'emboîter le pas, parce que moi, je me suis déjà vacciné. Je ne sais pas si mon vis-à-vis s'est vacciné. Il faut aller se vacciner, n'est-ce pas? Bien sûr. Pourquoi? Parce que il faut se protéger. Sauver les autres qui ne sont pas contaminés. Parce que peut-être vous, compte tenu de vos activités autres, vous êtes beaucoup plus exposés que les autres. Il faut se vacciner. Il faut amener les populations à se vacciner. De ne pas écouter les racontes et autres. Vous l'avez fait? Pourquoi pas? Dites, je l'ai fait, que les autres vous en parlent. Et
L'argent de Covid qu'on prend à l'aéroport, c'est à réparer l'aéroport. Encore? Vous ne voyez pas ce qui se passe là à l'aéroport aussi? Il ne faut plus le dire. Mais on ne peut pas. Vous voulez maintenant que moi, je sorte de l'argent de ma poche. Ou bien le président Landa de chez moi, là. Son argent de maïs. Monsieur, ne continue plus. Son argent de noix de palme, là. Qu'on prenne ça pour venir développer encore l'aéroport. C'est vous dire quoi? Prendre de l'argent, mettre dans la caisse du trésor, c'est différent de prendre de l'argent et bouffer. Et chercher à se réfugier derrière des tendances pour montrer que qu'on est ci, qu'on est ça. Je dis non. Sinon, on dit, mais l'évolution de la pandémie là, l'évolution du phénomène Covid là, et il va chercher les causes lors des élections présidentielles. Et aujourd'hui, il colle ça aux causes de la prolifération. Non. Lors des campagnes, si vous avez bien suivi dans la ville de Cotonou, les mesures de distanciation sont respectées et les masques sont partagés à tous ceux qui viennent à ces campagnes-là, à ces meetings-là. Donc les gens ne font pas comme au marché. Mais si on ne va pas faire les campagnes-là, mais si on ne fait pas les élections, c'est vous qui allez dire encore, le monsieur veut s'éterniser au pouvoir, il faut ci, il faut ça. Je vous en prie. Nos jeunes frères sont en train de nous écouter. Nos jeunes frères, nos enfants sont en train de nous suivre. Il faut qu'on pose des actes qui puissent leur donner confiance pour dire, pour agir. Il faut faire ci, ça. Parce que je ne suis... qui nous suivent puissent aller se vacciner. Je vis à ce niveau. Donc, le coronavirus est là. Le Covid-19, il faut aller se faire vacciner pour se protéger la population, pour que le développement puisse être de mise. Parce que vous ne pouvez aller travailler, vous ne pouvez développer que lorsque vous êtes en bonne santé. Merci. À vous, Paul Seroué. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal à la mairie de Cotonou. Vous êtes administration du développement communautaire. Vous êtes également analyste politique. C'est d'ailleurs sous cette bannière qu'on vous a reçu sur ce plateau d'émission sur ESAE TV, non pas en tant que conseiller communal, ni en tant qu'administrateur du développement communautaire. Vous êtes face également à notre analyste politique, Joseph Perzo Anago, qui est le directeur de publication du quotidien La Dépêche. C'était quand même très intéressant et très amusant. Perzo qui, avec un sourire, vous dit au revoir. Merci à toutes et à tous. Merci pour l'attention. Merci à vous aussi. Amusant d'utiliser l'argent du Covid pour réparer l'aéroport. C'est amusant. Mais je vous pose une question. Mais vous voulez que les paysans lambda viennent donner leur argent pour le développement de l'aéroport alors qu'ils ne prennent pas l'avion? Pour notre numéro, très bonne suite de programme sur ESAE. Vous voyez comment l'ambiance...